Qu'est-ce qui fait qu'en m'asseyant comme ça, tout simplement, dans quelques instants, si je ne bouge pas, si je ne chevauche pas les pensées qui vont apparaître, si je ne les chevauche plus complaisamment et que je les laisse passer dans l'espace de la conscience, ce qui va naturellement les ralentir car il n'y aura plus de motivation, il n'y aura plus d'agitateur complaisant. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça va coïncider à la réalisation que ce que je suis au plus profond de moi-même est le silence impersonnel, présent en cet instant, et que je réalise aussi être présent constamment. Même lors de nos agitations et ce silence, il est la trame de nos existences. C'est un petit peu comme, le silence est un peu comme la feuille le papier, le blanc de la feuille du dessin. On trace un dessin qui est une forme qui apparaît sur le blanc immaculé de la page. Et ce n'est pas parce que le dessin est tracé qu'il occulte le blanc de la page. Eh bien, notre conscience, la conscience, c'est ce blanc immaculé qui est comme l'arrière-plan de notre existence. Et quels que soient les événements, les choses qui se produisent et qui en quelque sorte se projettent sur le blanc de la feuille comme des dessins, eh bien le blanc est inaffecté par ça. Et c'est cela avec quoi on coïncide, on s'ajuste dans l'exercice de la méditation véritable, qui est un laisser-déposer de toute notre agitation, laisser déposer des tensions, des crispations du corps liées aux événements mal vécus. Si on laisse tout ça se dissiper, sans chercher à le dissiper, alors on coïncide avec cet espace lumineux, blanc, de la feuille de papier que nous sommes avant toute apparition de phénomènes, avant toute identification au corps, au mental, à l'histoire qui serait la nôtre. Tout cela se dissipe naturellement, à condition de ne pas bouger, de ne pas s'agiter. Alors, il ne reste que l'essentiel de ce que nous sommes, et que dans la vie quotidienne ordinaire, nous perdons constamment de vue du fait de notre focalisation
quasi exclusive sur ce qui apparaît dans le champ de la conscience. Notre attention est immédiatement attirée vers ce qui apparaît, ça nous fascine, on en attend quelque chose, on réfléchit à son propos, on réagit, et on s'embarque dans un film, dans un imaginaire qui peut être charmant, qui peut être tragique, mais qui nous retient en quelque sorte prisonniers d'une histoire. Une histoire qui ne cesse de se raconter et que par inattention, par mécompréhension, nous nous identifions et nous réduisons en pensant « tout cela, c'est moi, c'est ce que je suis, c'est mon mystère, c'est ma singularité ». Eh bien cela, c'est focalisé sur ce qui n'est pas réellement ce que nous sommes. Et c'est pourquoi l'invitation de la méditation et de toute la spiritualité véritable est de se détourner de l'attrait très fort des formes, des événements, de tout ce qui surgit. Et ça n'a pas de fin. Si on continue à courir après ça, ça n'a pas de fin. On sera embarqué jusqu'à la fin des temps. Et ce qui nous échappera dès lors, c'est la réalisation tranquille de ce que nous sommes réellement et qui n'a rien à voir. Ce que nous sommes réellement est pur de toute agitation, de toute identification, de toute préoccupation, de tout problème. Ce qui nous constitue véritablement ne sont pas les formes qui apparaissent sur le blanc de la feuille de papier, pour reprendre ma métaphore, mais le papier lui-même, le réceptacle. Alors, une fois que c'est réalisé, on néglige tout ce qui peut apparaître dans le champ de la conscience, on le laisse apparaître, et dès lors qu'on ne le chevauche plus, qu'on n'y prête plus attention, alors cela se dissipe naturellement, sans que ça fasse place à autre chose, un autre phénomène qui pourrait aussitôt capter notre attention. Mais là, dans l'exigence de la méditation, qui est l'exigence d'un retour à soi, ouvert, non intentionnel, on se découvre dans sa nudité première, non impliqué par le temps. Hors du temps, conscience pure, tranquille, qui ne se situe pas dans le temps ni dans l'espace, et qui est la condition où apparaît l'espace et le temps. C'est à l'intérieur de la conscience universelle première qui nous donne le sentiment d'être.
c'est dans cet espace illimité, sans qualité, sans rien de particulier, sans aucun particularisme. C'est là que tout se déploie. Et ce qui se déploie dans le champ immense de ma conscience, c'est ce qui passe, ce qui est impermanent, ce qui surgit et ce qui meurt. Si je m'établis maintenant, délibérément, en tant que conscience pure, c'est-à-dire en tant que cela qui voit et qui n'est pas moi regardant. Si je m'établis non plus en tant qu'individu vivant une expérience, mais en tant qu'espace qui est en amont, en quelque sorte, de l'individualité de la personne à laquelle je m'identifie d'ordinaire, à ce moment-là, il y a une coïncidence heureuse, naturelle, non fabriquée, spontanée, coïncidence avec ce qui est véritablement et qui n'est autre que ce que je suis et qui n'a rien à voir avec la réalité ordinaire, faite de bruit et de fureur, comme dirait l'autre. Alors, il y a retour à la conscience qui a toujours été là, mais qui est là pleinement reconnue pour elle-même, et ou alors il y a possibilité de se reposer, de s'établir, de se fondre, non pas en tant que personne qui fait un exercice, mais c'est la conscience elle-même qui retrouve sa pleine présence complète, à laquelle rien ne manque. La conscience cesse le jeu de se projeter au dehors dans ce qu'on appelle la manifestation et qui donne lieu au monde apparent et aux personnages auxquels je m'identifie dans une sorte d'histoire projetée par la conscience, tout comme un film projette des images, une histoire sur l'écran blanc du cinéma. Cet écran blanc est ce que je suis véritablement et que je n'ai jamais cessé d'être. Sinon, du fait de m'être identifié au personnage et d'avoir, quand je dis d'avoir, c'est l'attention elle-même qui a été captive de l'histoire projetée, que je considère être à tort, être mon histoire, et que je considère être ce qui est, c'est-à-dire ce monde projeté, je le
tiens, je le considère pour ce qui est, pour la réalité. Et c'est en quelque sorte la réalité que nous partageons, n'est-ce pas, que nous partageons tous en tant qu'individus. Dès lors qu'il y a identification de la conscience et réduction de la conscience au personnage et à l'histoire projetée, alors l'attention ou la conscience se perd en quelque sorte, perd sa nature universelle, tranquille, immobile, et à la fois qui est le moteur de l'existence, on perd cela et on prend dès lors la réalité qui n'est que la somme des choses qui apparaissent au sein de la conscience que je suis et qui est infiniment vaste, alors l'écran blanc du film qui est ce que je suis, ce que nous sommes tous à l'identique, avant qu'apparaissent les particularismes, cela est oublié au profit du spectacle, et il y a donc réduction de la conscience au personnage et au monde projeté. Dès lors, la conscience identifiée au personnage se vit dans la séparation. Il y a là alors le sentiment d'être une chose, un organisme corps-mental, individuel et séparé de l'existence, séparé de ce que je suis réellement, par un phénomène de projection et de réduction à une forme elle-même projetée et à un individu imaginaire constitué de croyances qui maintient le moi illusoire dans son illusion, enfin du moins dans la croyance erronée qu'il existe en tant qu'entité séparée du reste du monde et des autres, distincts. Il y a là division imaginaire, ce qui implique un vécu fragmenté, cause de toute notre souffrance. Car comment ne pourrions-nous pas souffrir dans l'expérience individuelle, quand bien même nous serions vernis et que nous vivrions une existence tranquille, heureuse, satisfaite, apparemment. Malgré tout, il n'en restera pas moins, quelle que soit la qualité de l'existence, la chance que nous avons, il n'en reste pas moins que nous nous identifierions à ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire à une individualité
projeté dans la conscience, alors c'est la cause d'une frustration existentielle obligée, quelles que soient les circonstances traversées. Dès lors, nous identifions à une fraction. Nous identifions et nous réduisons à une sorte d'objet vieillissant, vulnérable, objet parmi d'autres objets, éprouvant de la difficulté à trouver sa place dans le monde, et pour cause, cette place restera fragmentaire, localisée dans l'espace et le temps. Le devenir de l'objet, le devenir de tout objet est la mort, n'est-ce pas? La disparition. Un objet ne peut se maintenir éternellement. Et un objet est limité. Un objet, pensez à n'importe quel objet, il est fragile. On peut le casser. Et tôt ou tard, il finira par se dissoudre, se disloquer, se réduire en poussière. Que restera-t-il alors de nous dès lors que nous nous sommes identifiés à cet objet ou à cet organisme, corps mental? Il n'en restera rien, n'est-ce pas? Et c'est à partir de ce sentiment, de cette intuition, qu'il ne restera rien de nous dès lors que nous nous sommes identifiés, corps et âme, à l'individu. Eh bien, on est dans la merde. On est dans la merde parce que il y a en arrière-fond de tout ce qui est vécu le sentiment que ça prendra fin. Et on est aussi dans la merde parce que on est constamment embarrassé du fait de ne pas être en lien naturel, en communion, en partage avec tout ce qui est, tout ce qui apparaît. Dans l'exercice qui n'en est pas un de la méditation, à condition d'adopter une posture spécifique qui favorise la stabilité du corps et de l'esprit, alors ce sont les retrouvailles qui se font progressivement, les retrouvailles avec cela que nous sommes tous, d'instant en instant, mais que nous perdons de vue du fait de la fascination des objets qui ne cessent d'apparaître et auxquels l'attention se tourne de façon systématique, perdant en quelque sorte son axe et sa source véritable. J'entends ma femme qui revient du cheval, et je vous quitte en vous saluant bien fort. Bonne journée à vous, bon retour à vous-même.